Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui le professeur Magaye Kassé. Magaye Kassé, on ne le présente plus aux Sénégalais, c'est un critique d'art, c'est un professeur d'université, c'est un chercheur. Magaye Kassé, c'est un intellectuel émérite sénégalais. Monsieur Magaye Kassé, merci d'avoir accepté notre invitation. Le coronavirus, depuis 5 mois, à travers le monde, a fait des ravages. Certains disent que les conséquences du coronavirus, les causes du coronavirus sont le fait du néolibéralisme qui montre son visage le plus hideux. Qu'en dites-vous? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à votre émission, à laquelle je participe avec beaucoup de plaisir parce que j'ai l'habitude de vous suivre, hein, M. Alassane Samba Diop, depuis la TFM, la RFM plutôt, radio pour laquelle je m'étais battu à l'époque, quand l'ancien régime ne voulait pas du tout laisser cette radio s'exprimer. Et je suis avec beaucoup d'intérêt ce que vous faites à ITV. Merci. Et c'est avec donc un grand plaisir que je participe à notre entretien d'aujourd'hui. Je ne dirais pas, j'ai lu, grâce à vous d'ailleurs, la dernière sortie du professeur Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie. Et j'ai eu la curiosité de regarder une vidéo qu'il a faite il y a de cela quelques années, en 2009, après la crise de 2008. Et dans ces deux entretiens-là, dans l'article en question et dans la vidéo qu'il avait faite avec de grands économistes, il disait que, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc dans cet article-là, que personne ne sait, à l'heure actuelle, d'où vient ce virus. Il y a énormément de supputations, liées sans doute à des phénomènes idéologiques, de faire porter le chapeau à des structures de recherche en Chine, à Wuhan notamment, d'où serait parti le virus. Des scientifiques vous disent que des virus, l'humanité en vit tous les jours avec, sans que ces virus aient une portée aussi de caractère létal que le virus Corona-19. Il est évident que l'apparition de cette pandémie a bouleversé un certain nombre de choses au plan planétaire, puisque ce n'est pas circonscrit à une zone géographique comme Ebola l'a été par exemple, mais c'est quelque chose qui est apparu comme ça. Et ça nous est tombé dessus, si vous me passez l'expression, en Afrique et singulièrement au Sénégal, à un moment où des politiques qui étaient mises en œuvre n'avaient pas donné tous les résultats escomptés. En d'autres termes, l'Afrique subsaharienne a subi de plein fouet l'arrivée de la Covid-19 qui est venue aggraver des situations de gouvernance qui ne répondaient pas toujours aux attentes des populations. Il est évident, il y a certains qui le disent, que notre continent et singulièrement notre pays avait pu être prémuni de cette maladie-là pour différentes raisons liées à l'histoire, de la manière dont des pandémies ou des maladies ou des épidémies avaient été jugulées. On dit souvent en plaisantant qu'on nous a administré tellement de chloroquine, de nivaquine, que nous avions développé un système immunitaire qui pouvait nous prémunir, dans un premier temps tout au moins, des effets directs de la pandémie sur les capacités de résistance des corps. Il se trouve malheureusement que toute raison et toute comparaison n'étant pas raison, je veux dire que le taux de mortalité et de morbidité que nous observons avec la pandémie en Afrique subsaharienne, j'exclus de là l'Afrique du Sud, qui a quand même des chiffres assez alarmants, mais en règle générale, nous avons été moins frappés que d'autres continents où les malades atteints de la Covid-19 se chiffrent par milliers. Je crois que j'ai entendu aujourd'hui qu'en France, en 24 heures, il y a eu 3 000 contaminations. Donc, c'est dire que l'arrivée de cette pandémie aurait dû nous pousser
au-delà des mesures gouvernementales, à une introspection, à une réflexion interne entre nous pour savoir au fond comment juguler à la fois les effets de la pandémie sur les populations et dans le même temps régler des problèmes qui étaient là en suspens et qui n'avaient pas trouvé de solution heureuse jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Certes, je pense notamment... Certes, la pandémie n'a pas fait autant de morts que ça a été dit par l'OMS, même s'il n'est pas encore terminé, qu'il faut faire très attention, mais elle a touché des secteurs importants de la vie économique. Le tourisme est à terre, les restaurants n'ouvrent plus, les bars sont fermés et les gens sont dans le désarroi. Économiquement, ils sont durement frappés par la pandémie. Ça, ce sont les résultats des politiques néolibérales en cours dans le monde, au moins depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Nous avons connu des crises économiques très très dures, notamment 2008 avec les subprimes, avec Lehman Brothers et tout ça. Et cette crise déjà avait montré comment le système économique dominant pouvait profiter des crises qu'il a lui-même créées pour s'enrichir davantage sur le dos des populations, des travailleurs en l'occurrence. Je rappelle que les 150 milliards de dollars qui ont été donnés aux assurances et aux banques pour sauver l'économie américaine à l'époque étaient inversement proportionnels aux 100 milliards d'aides publiques au développement pour les pays en voie de développement. Donc c'est dire que quand il y a un surplus de production, il y a des délocalisations qui ont montré leurs limites déjà au moment où ces délocalisations se faisaient, mais qui ont montré également les répercussions de ces délocalisations sur la lutte contre la pandémie, par exemple, en ce moment précis où nous parlons. Je prends le cadre des industries pharmaceutiques. Vous savez que rien qu'avec le Defense Act des États-Unis, qui date de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient le droit d'aller acheter où ils voulaient, ou de réquisitionner, ou même de faire du piratage, parce qu'on a vu des pays comme le Brésil ou l'Italie commander des masques en Chine, et les États-Unis se sont emparés de ces masques sous prétexte que de la sécurité nationale des États-Unis, les avions qui devaient transiter par des aéroports américains, Donald Trump n'a fait rien d'autre que de kidnapper, enfin kidnapper n'est pas le mot juste d'ailleurs, mais disons je ne sais même pas comment traiter cet acte-là, en fait c'est un acte de banditisme ou de piratage, un petit peu au sens moderne du terme, de ces instruments dont ces pays avaient besoin pour essayer de freiner l'avancée de la pandémie. Donc, le système dominant a créé les conditions d'une déstabilisation généralisée dans laquelle ce sont les couches les plus vulnérables qui en sont les victimes. Il est évident que si on prend un secteur comme le tourisme, le fait que les aéroports ne soient plus fréquentés, qu'on ait fermé les aéroports, qu'il n'y ait plus de transactions commerciales qui passaient par le fret, par le transport de passagers, pouvait affecter des pays qui avaient misé fondamentalement sur le tourisme. Des petites entreprises, des moyennes entreprises aux États-Unis, les secteurs les plus touchés sont des secteurs de la petite et moyenne entreprise où les gens n'avaient plus la possibilité de payer leurs employés et donc soit étaient obligés de mettre la clé sous le paillasson, soit étaient obligés de s'adapter, mais jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point. Il y a eu des milliers d'emplois à travers le monde qui ont été menacés. Il y a eu un accroissement de la pauvreté comme on n'en avait jamais vu sur la planète, simplement du fait de l'irresponsabilité des gouvernements qui n'ont pas pris les mesures idoines pour booster à la fois le secteur public, tout en exigeant des grosses fortunes, des impôts sur le revenu, pour pouvoir les redistribuer, parce qu'en fait, c'est ça le rôle de l'État. L'État régalien a le devoir de venir au secours ou en aide, ou en tout cas de mettre en place des politiques qui puissent faire en sorte que de manière prévisionnelle, on puisse faire face à ce type de situation-là. Dont l'ampleur, je dois bien l'avouer, n'a jamais été atteinte jusqu'à présent. Ouais. Au Sénégal, le secteur touristique a montré que le Sénégal a trop misé sur l'extérieur. Alors que les Sénégalais eux-mêmes ne connaissent pas très bien leur pays, n'occupent pas les récifs hôteliers parce que c'est trop cher pour eux. Mais ça, c'est qu'un aspect. Nous avons une économie extravertie. Dans la plupart des cas, ce que nous consommons vient de l'extérieur. De la même manière que nous n'avons pas créé les conditions d'une industrialisation raisonnable et raisonnée,
pour créer des emplois, réduire le temps de travail et permettre aux travailleurs de pouvoir s'adonner à des loisirs sains comme le fait de découvrir son pays, le fait de ne pas investir autant d'argent pour aller à l'extérieur. Il suffit simplement d'un point de vue purement empirique de se rendre compte au moment où c'était les grands vols qui se faisaient. Chaque soir, Air France faisait le plein. On se dit, mais enfin, où est-ce que ces gens vont? Est-ce qu'on a créé les conditions psychologiques, les conditions de changement de mentalité, les conditions à travers les médias de faire découvrir notre pays? Qui connaît aujourd'hui le pays Bassari? Qui connaît aujourd'hui les chutes de Dindéfelo? Qui connaît aujourd'hui des réserves naturelles comme le parc de Ndiokolo-Koba ou bien d'autres contrées, les contreforts du Fouta Djallon, alors que d'autres qui viennent de l'extérieur s'extasient. Je prends simplement comme exemple les îles du Saloum. Moi, il a fallu que je tombe sur un magazine qui me décrit la beauté de ce site pour que je me dise, waouh, comment j'ai fait pour ne pas connaître? Et pourtant, si vous me demandez dans d'autres espaces comme les États-Unis, certains États des États-Unis, l'Allemagne, la France ou l'Italie, je me promène. Quand j'en ai l'occasion, au cours de rencontres scientifiques, j'en profite toujours pour faire du tourisme culturel. Il faudrait pousser les Sénégalais à d'abord voir en eux-mêmes qu'est-ce qu'on a à découvrir et ne plus être dans cette économie extravertie qui ne nous crée que des problèmes parce que ce sont des devises quand même qui sont lâchées, si je peux m'exprimer ainsi, en dehors du Sénégal. Et que donc, quand une pandémie comme la Covid-19 apparaît, évidemment, le premier secteur qui est touché, c'est le secteur du tourisme qui, déjà bien avant la pandémie, avait connu des situations très difficiles. Rappelez-vous, il y a quelques années, les hôteliers avaient poussé des cris d'orfraie en disant que si on continue comme ça, la politique du tourisme qui était menée, beaucoup de récifs allaient fermer parce qu'ils ne pouvaient pas suivre la crise qui s'installait progressivement dans le secteur hôtelier, dans le secteur du tourisme. En plus de cela, d'autres formes de tourisme qu'on aurait pu booster. Le tourisme chez l'habitant, par exemple. Pourquoi on ne crée pas les conditions d'accueil dans des familles de touristes étrangers pour un brassage culturel très bénéfique pour les deux parties qui proviendrait évidemment de toutes les formes de préjugés que nous connaissons. Tout le monde vante la teranga sénégalaise. Mais comment fait-on pour appliquer cette teranga sénégalaise? Dans les faits, il ne s'agit pas seulement de mots. Le Sénégalais, par définition, par nature, est quelqu'un de très accueillant. Il peut accueillir aussi bien l'étranger en dehors de nos espaces socio-culturels qu'il peut accueillir des étrangers venant d'autres régions du Sénégal, parce que c'est comme ça. Et je dis toujours que nous avons raté le coche souvent. Il m'arrivait souvent de demander à mes étudiants quelle était leur origine sociale. Quand ils me disaient qu'ils venaient de la campagne, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que la beauté de la nature sénégalaise pendant les périodes d'hivernage? Quand vous vous promenez dans les champs, que vous sentiez cette odeur de la terre après la pluie, que vous voyez des types d'oiseaux que vous n'avez jamais vus, hein, des types de bourdons, hein, comme on les appelle les narbeutes, ou bien dans les petites rivières qui se formaient après quelques grosses pluies, où vous avez du tchakam tcholi que vous allez puiser. Ça veut dire qu'un rapport avec l'écologie, un rapport avec la nature qui devait remplacer, voire compléter, voire accompagner toute forme de tourisme local qui permettrait aux enfants de ce pays de connaître leur pays. Parce que nous avons créé des villes qui sont soit disons à mi-chemin entre la ville telle qu'on la conçoit de manière moderne, plus les travers que nous leur avons imposés, et le village qui n'est plus un village, mais qui est aussi dans une forme de gentrification, qui ne dit pas son nom, parce que simplement, on n'a pas créé les conditions. Regardez Dakar, où il y a des espaces verts, où les gens peuvent aller se reposer. Parce que qui dit tourisme, dit aussi détente. Mais où est-ce qu'on peut faire de la détente à Dakar? Vous avez le parc de Han, on ne s'en est pas occupé vraiment à mon sens. Il a fallu la défense des utilisateurs du parc pour que ce parc soit ce qu'il doit être. Qu'est-ce qu'on a fait pour que les Sénégalais puissent aller aux îles de la Madeleine, aller découvrir ces canaux creusés par l'érosion éolienne pour voir des oiseaux absolument fantastiques,
J'ai été une fois avec des amis étrangers au parc de Djoudj. Mais je vous assure, M. Alassane Samba Diop, j'étais ravi. Et tenez-vous bien, il a fallu un Allemand qui aille au parc pour se rendre compte que des oiseaux de sa contrée venaient pendant une certaine période dans ce parc-là, pour qu'ils se disent, mais voilà, pourquoi ne pas créer les conditions d'une aide, en tout cas d'une coopération avec ce parc, et c'est là que la fondation Friedrich Ebert à l'époque, je crois que c'était dans les années 90, avait beaucoup investi pour venir en aide à ce parc qui est magnifique. Mais combien de Sénégalais connaissent ce parc-là? Les routes ne sont pas très bien faites. C'est comme le parc, les chutes de Dindéfelo. Il faut avoir une 4x4 pour y aller. Je veux dire qu'une véritable politique du tourisme va de pair avec une politique culturelle. Les deux peuvent parfaitement aller de pair pour que les gens se disent, après tout, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les privations, mais on peut se créer à soi des espaces de détente, de tourisme local qui viendraient compléter un tourisme beaucoup plus... Évidemment, si vous prenez un pays comme la Tunisie qui a été frappé à la fois par les attentats, mais également par la pandémie. Donc c'est un pan. Ce sont des pans entiers de l'économie tunisienne qui sont partis à volo parce que simplement ils n'ont pas prévu des mesures pour faire face à ce type de situation. Cette pandémie a remis en cause beaucoup de certitudes dans notre pays. Aujourd'hui, il y a eu des mesures qui sont prises pour éviter la maladie. C'est les mesures barrières qui refusent des rassemblements. On sait que dans 2 ou 3 mois, on va vers de grands rassemblements tels que le Magal Touba, les Gamou et autres. Les Sénégalais ont peur que ces rassemblements soient des moments de contagion très grande. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on respecte un peu aussi la volonté des gens d'honorer cette journée, tout en faisant attention pour que les gens ne soient pas dans une situation de désastre? Vous savez, je pense que j'avais posé la question à des connaissances qui étaient dans le système de lutte contre la pandémie et il m'avait rassuré en son temps qu'il y avait énormément de disciplines qui étaient représentées dans disons, les structures qui ont été mises en place pour lutter contre la pandémie. Je veux parler en l'occurrence et de manière singulière des socio-anthropologues, des sociologues et tout ça. Certes, la pandémie a commencé au mois de décembre, mais on en a eu les effets immédiats qu'à partir du mois de mars. Et donc, en se disant que l'avis des scientifiques comptant, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous protéger contre l'arrivée éventuelle à l'époque de la pandémie au Sénégal? Je ne suis pas sûr du tout que des mesures idoines avaient été prises en son temps pour dire que dans tous les cas de figure, nous ferons face de telle et telle manière. Commencer à l'époque déjà une campagne d'IEC, d'information, d'éducation et de communication. Ça n'a pas apparemment été le cas. Il a fallu que nous ayons des cas importés, que des contaminations se fassent jour, que la vague commence à s'installer pour qu'on prenne des mesures spectaculaires sous certains rapports, très justes sous d'autres rapports, mais dont les effets sont sujets à caution. In fine, je m'explique. C'est bien de dire que nous allons mettre 1000 milliards, un effort colossal, pour contrer la pandémie. Mais dans le même temps, on a mis en place des structures qui devaient bien fonctionner et continuer à fonctionner en s'élargissant, en prenant déjà en compte à l'époque, ne serait-ce que sous le rapport de la décentralisation, l'implication nécessaire des mairies, des municipalités, des communautés rurales, ainsi de suite. Et de leur dire qu'on ne peut pas prendre une mesure au niveau de la superstructure si au niveau des infrastructures, que la base, l'aspect communautaire dont on parle beaucoup depuis quelque temps, qui devait être pris en compte dès le départ. Pour dire aux gens, attention, si nous prenons des mesures, ces mesures n'auront de sens que c'est en répondant en bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mouvement de balancier de l'autorité qui décide à l'autorité qui exécute, en passant par l'autorité qui exécute, au destinataire. Alors, on a pris des mesures, pourquoi je parlais de la socio-anthropologie, de l'anthropologie, de la sociologie, de ces disciplines voisines, complémentaires des disciplines médicales stricto sensu, pour dire si vous voulez prendre des mesures au plan médical, nous vous prévenons
que la mentalité de nos compatriotes se présente sous telle et telle forme. Que vous ne pouvez pas, chacun dit en rigolant que le Sénégalais est par nature indiscipliné. Nous ne sommes pas plus indisciplinés que les autres. La preuve d'ailleurs, aujourd'hui, vous prenez des pays très développés comme l'Allemagne. J'ai été choqué l'autre jour d'apprendre que des milliers de Berlinois, et même plus tard d'autres parties de l'Europe, revendiquaient le droit de porter ou de ne pas porter de masque à leur risque et péril. Alors qu'ici, nous tentons de faire comprendre aux gens que le respect des mesures barrières, parmi lesquelles le port obligatoire du masque et le port correct du masque, devait être quand même une forme de prévention de la contamination. On ne s'est pas rendu compte avec quels instruments de caractère, disons, sociologique, d'études de nos mentalités, de l'évolution de ces mentalités, sur lesquelles on pouvait s'appuyer, des études sur lesquelles on pouvait s'appuyer, pour faire comprendre à la population qu'il y va de leur intérêt. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de campagnes d'information, ça il faut le reconnaître, beaucoup d'affiches, beaucoup de... Je me suis demandé à un moment donné, les bulletins qu'on donne quotidiennement, il y a eu tant de tests réalisés, tant de tests négatifs, tant de tests positifs, la contamination communautaire, etc. À la limite, ça devient une litanie. Est-ce que les gens écoutent ça? Justement, la à quel moment les gens sont-ils attentifs à ces messages? Alors, je dis qu'il y a d'autres relais. Ces relais-là sont des relais qui viennent de nos substrats culturels et cultuels. La religion musulmane, la religion chrétienne. Vous savez pourquoi, la question qu'on se pose, l'Église chrétienne a décidé d'un accord pratiquement consensuel avec ses adeptes, de respecter des choses et que les gens respectent ces choses-là. Justement, est-ce que le dysfonctionnement justement dans cela, que certains acceptent de respecter, d'autres sont réfractaires, ne remet pas en cause quelque part le fameux vivre ensemble? Et je viendrai à ce vivre ensemble, mais avant cela, il faut d'abord que les gens comprennent l'importance du respect de mesures qu'on prend pour la sauvegarde de la population, de manière générale. Et de manière singulière, si on prend par exemple les confrères religieux, moi je n'ai pas compris pourquoi le chef de l'État, en sa qualité de président de la République, qui a la responsabilité de veiller à ce que les Sénégalais vivent bien et vivent mieux, qu'ils soient dans des structures de santé dignes de ce nom, qu'ils soient éduqués comme il le faut. Pourquoi n'a-t-il pas pris, et ce n'est pas trop tard, son bâton de pèlerin, sans tambour ni trompette, mais aller voir les guides religieux, surtout les musulmans. Je suis persuadé que si le calife des Mourides avait été entrepris, on avait discuté avec lui pour lui dire que sa parole est d'une importance telle, d'une portée sociale, sociologique, économique telle, que s'il dit « je vous demande de faire ceci et ceci et ceci parce que moi je les crédite d'une très grande intelligence, d'une très grande sensibilité et d'un souci de l'avenir de ce pays-là, pour que dans toutes les confréries religieuses de ce pays, on puisse s'adresser aux adeptes en conséquence pour leur dire il y va de la survie de la nation, il y va d'une situation dans laquelle, malheureusement, on le dit souvent, les personnes les plus âgées sont les personnes les plus exposées. Mais on ne peut pas avoir un pays où il n'y a pas, non pas une gérontocratie, mais au moins des adultes capables de transmettre des valeurs, capables d'être des surveillants, si je peux m'exprimer ainsi, pour que quand même la population se dise « Ah, si le guide religieux, pourquoi Dabakh, que sa lumière s'étende sur nous, avait une telle aura et une telle importance dans l'inconscient collectif de tous les Sénégalais, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Parce qu'il était là pour dire, au moment où il fallait le dire, les choses qu'il fallait dire, pour que nul n'en ignore, et que tout le monde, d'un commun accord, participe. Je pense que s'il y avait ce talent-là, qui est parti du travail à la base, au niveau communautaire, avec les municipalités, les communautés, ainsi de suite, formés, informés, éduqués pour ça, avec maintenant la parole sainte des guides religieux vénérés et vénérables, je pense qu'il y aurait cette espèce de mouvement vers le haut pour que toute décision prise par l'État puisse avoir une répercussion immédiate sur la population. Mais c'est comme ça qu'on pourra préserver le vivre ensemble? Tout à fait. Parce que le vivre ensemble, ce n'est pas seulement, disons, le concept de dire que nous avons des différences et il faut les vivre ensemble. Mais le vivre ensemble signifie également que je m'occupe de mon prochain.
mon prochain, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit de telle ethnie ou pas, le fait de dire que la nation sénégalaise s'est bâtie sur ce socle de la volonté communément exprimée de vivre ensemble nos différences religieuses, nos différences donc culturelles, nos différences ethniques, nos différences même sur le plan de la géographie humaine, hein, l'implantation des villes, des localités et tout ça. Pourquoi nous n'avons pas rassemblé tout ça pour en faire un levier à partir duquel le vivre ensemble pourrait trouver une expression tout à fait positive? Aujourd'hui, le vivre ensemble signifie quoi? Signifie que ceux qui peuvent s'en sortent, ceux qui ne peuvent pas ne s'en sortent pas. Je disais tout à l'heure que cette pandémie est venue à un moment très défavorable pour les économies des pays en voie de développement, et singulièrement les pays africains subsahariens, avec maintenant la possibilité, qui n'est pas écartée du tout, puisque tous les jours nous envoyons des exemples de déstabilisation de nos pays, avec le terrorisme. Vous avez vu ce que la France a fait, Niger, Burkina, Mali, avec ces attaques djihadistes qui ne s'interrompent pas à l'intérieur de la tentative de résolution d'une pandémie qui ne dit pas encore, dont on ne voit pas encore la fin. Donc vous voyez que ce vivre ensemble-là, si on ne fait pas attention et que le dénuement, l'absence d'une politique rigoureuse de prise en compte des besoins essentiels des Sénégalais, pourquoi ne se serait-il pas un terreau fertile, là où pendant des années nous avons jugulé ce mal en le circonscrivant dans des limites gérables. Entre parenthèses, il faut saluer les efforts de nos forces de défense et de sécurité qui quand même ont un savoir-faire, une manière de gérer des situations ces deux manières nous ont mis quand même à l'abri de beaucoup de situations. Donc le vivre ensemble signifie en d'autres termes qu'il faudrait qu'on initie des politiques beaucoup plus hardies d'insertion de certaines valeurs qui ont fait le socle de la nation sénégalaise, pour que quand on vous dit me protéger, c'est vous protéger c'est me protéger, c'est aussi une manière d'exprimer la volonté de vivre ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Magaye Kassé, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que Magaye Kassé est un ancien chercheur germanophile, un Sénégalais exceptionnel qui travaille sur des questions fondamentales et intellectuelles. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.